Bonjour, bonjour à tous et bienvenue au Café des libraires qui ouvre ses portes donc ce matin et qui les refermera vers 19 h ce soir, sans interruption aujourd'hui. Coup de chapeau déjà à toutes les équipes techniques qui vont être derrière leur caméra, derrière leur console de son et à la régie là-haut, vous ne les voyez pas parce que ça va être une longue journée pour eux, donc je les salue à l'avance. Voilà, et vous le savez, le Café des libraires, c'est un lieu où les rencontres se succèdent et on découvre tous les auteurs qui participent à ce festival America, 6e du nom, qui fête son 10e anniversaire. Tous les auteurs passent sur le Café des libraires pour venir parler de leur dernier livre. Hein. Ce ne sont pas des débats à thème, ce sont des débats vraiment où on parle de leur actualité. Et bien sûr, ça s'appelle le Café des libraires et je ne suis pas libraire moi-même. Je suis, en quelque sorte, la maîtresse de maison, on va dire, ou l'hôtesse. Notre maîtresse femme. C'est ça. Et à chaque fois, il y a un libraire qui vient sur le plateau, qui a lu les livres, qui connaît les auteurs et qui est là pour faire les interviews. Et donc ce matin, tu es le premier à t'y coller, David Ray, de la librairie À Tout Livre, dans le 12e à Paris. Dans le 12e toujours. Bonjour et bienvenue, David. On se retrouvera. On a encore une fois? Non, c'est la dernière. Bon, c'est la dernière. On s'est vu déjà hier 2 fois. Et ce matin, voilà, tout le monde est là. Merci. Merci à tous. Je sais que ça devient de plus en plus difficile à chaque jour davantage parce que les soirées sont un peu longues, les journées sont bien fournies. Donc tout ça, c'est pas trop facile pour vous tous. Alors je vais d'abord vous présenter André Parra qui est à côté de moi, qui va nous parler de son dernier livre, Main sur la nuque, paru chez Métellier. À côté de lui, Felipe Becerra Calderón, qui va nous parler de Chien Féroz, un livre paru chez Anne Carrière. Et puis, à côté de David, Anne-Laure Tissu, qui va traduire les propos de Nick Flynn. Et puis, de l'autre côté, Carlos Lizcano, qui va nous parler du lecteur inconstant, paru chez Belfond, et qui va être traduit par, non pas Claudine Rimatei, comme j'ai sur ma feuille, parce qu'elle aurait beaucoup changé, Claudine Rimatei. Donc, je suis obligée de vous demander votre nom, parce qu'il y a eu un petit changement, je crois. Dominique Casemiro. Bienvenue à vous. Alors Dominique, je crois que c'est la première fois que vous venez sur le plateau du Café des libraires. Bienvenue à tous et on va commencer tout de suite donc par la présentation des auteurs, une présentation un petit peu plus complète. Nick Flynn. Nick Flynn, vous êtes... Alors, je précise aussi que Anne-Laure ne se contente pas de traduire, d'interpréter les propos de Nick Flynn. Elle est aussi sa traductrice en français. Elle a les 2 casquettes et ça, c'est rare d'avoir en même temps la traductrice qui fait l'interprète. Et pour nous, c'est un bonheur, Anne-Laure. Ça fait très plaisir. Et pour vous aussi, je suppose, d'être enfin à côté de votre auteur. Alors, Nick Flynn, vous êtes né dans le Massachusetts. J'ai du mal à le dire ce matin. Massachusetts. Massachusetts. Yes. Massachusetts. It's very simple. Yes. J'y arrive pas. Vous avez fait plein de métiers, vous. Hein, électricien, marin, éducateur. Vous avez publié 3 recueils de poèmes qui vous ont valu plusieurs récompenses aux États-Unis. Vous partagez votre temps maintenant entre l'enseignement à l'université de Houston et les voyages. Vous avez aussi travaillé comme assistant social au milieu des années 80 dans un grand asile pour SDF de Boston. Et là-bas, vous êtes tombé nez à nez avec votre père. Voilà, ça c'est c'est quelque chose que vous avez raconté dans un livre, que vous racontez dans un livre. Et là, nous allons parler du dernier paru chez Gallimard dans la collection Monde Entier qui s'intitule Contes à rebours. Et David va nous en dire un mot déjà. Tout à fait. Alors, en 2007, alors que l'Amérique tout entière résonne encore des tortures d'Abu Ghraib, Nick Flynn se voit remettre le prestigieux prix littéraire du Pen Club à New York. Or, un prix équivalent est également attribué à un certain Sam Harris, une sorte d'apologiste mondain de l'usage de la torture, un partisan de ces méthodes.
Se sentant complètement bafoué, Nick Flynn entame donc ce journal, renouant ainsi avec sa veine autobiographique. C'est le récit quotidien d'un homme qui se prépare à devenir père, c'est ça ce fameux compte à rebours, c'est la naissance à venir de son enfant, et à devenir père dans un monde qui sombre. C'est une confession absolument inexpurgée de l'inquiétude d'être au monde. C'est terrible ce rapprochement des deux photos. Oui, tout à fait. Déjà, pouvez-vous nous parler de ce Sam Harris, Nick Flynn, de cette rencontre, de ce qui s'est passé, ce qui est le point de départ de ce roman, de son discours également? Yeah, in 2004, the Abergrave photographs were released, and then later that year, my first memoir came out, Encore Nuit de Merde, etc., etc. And then a year later, in May of 2005, I received an award from. I went to a ceremony for an award that I had received from a very, an organization I'm still part of and I still respect a great deal, the PEN American Center. And yet somehow they chose that year to give the award to Sam Harris. And when I read his book, a few months later, I was very impressed with the award ceremony, and the judges for the ceremony had said that Sam Harris rails against. It suggested that he was against torture, actually, in the ceremony. And then when I read his book a few months later, I found out that it was a polemic that was actually for torture and specifically against Muslims. And I was quite surprised, and I began a letter writing campaign to PEN to just question this. And the book began. Non, elle a un micro. Donc en 2004, les photos des tortures d'Abu Ghraib sont divulguées. Un peu plus tard dans l'année, c'est l'apparition du premier mémoire, Encore une nuit de merde dans cette ville pourrie. Un an plus tard, mai 2005, donc remise de ce prix, un prix que j'admire toujours beaucoup, le PEN Award, et qui est remis dans le même temps à Sam Harris. Donc c'est une cérémonie très impressionnante et les juges semblaient suggérer assez clairement que Sam Harris, dans son livre, dénonçait la torture. Or, en fait, après lecture de son livre, je m'aperçois qu'au contraire, c'était un plaidoyer en faveur de la torture et une attaque contre les musulmans. Donc je me suis lancée dans une campagne pour mener une enquête sur ce qu'il en était vraiment. Oh, and I would just add that it began, like PEN, at that moment, they didn't have a clearly defined torture policy. And, after, whatever satisfaction I got from my correspondence with them, now they have a very clearly defined torture policy, and they're actually working very actively against the U.S. Policy of torture. So. Il convient quand même de préciser qu'à l'époque, le PEN, le prix PEN, n'avait pas de politique bien établie envers, d'une part, la torture et puis les ouvrages qui pouvaient en traiter. Or, maintenant, c'est le cas. PEN est activement engagé contre la torture pratiquée aux États-Unis, enfin par les États-Unis et ailleurs. Alors, ce combat que vous menez contre cette rhétorique qui prône l'usage de la torture est même physique, n'est pas seulement formel. Vous allez, par exemple, et vous le racontez, jusqu'en Turquie, retrouver des prisonniers, des geôles militaires US. Vous pouvez nous parler de cette épopée, de ce voyage, de cette enquête que vous avez menée? Yeah, I was very interested in, I did a lot of reading and talking to people within the United States about what was happening in the United States at that moment. Lawyers, human rights lawyers, military personnel, but I didn't have any access to the Iraqis who were the subjects of this torture until a lawyer that I met invited me to join her on a trip that was to gather testimonies, which was for a lawsuit against U.S. corporations that had profited from torture by providing interpreters, by providing logistical support. Various corporations, many corporations in America profit from torture. Boeing Airlines does the flights and things like this. So there have been many lawsuits against these corporations. So we need to have the people, the victims of torture, participate in those. And I was very surprised when I went to Turkey with her to find once I found myself face to face with the
the detainees to find that I was carrying many stereotypes, which I think many Americans carry also, about who the Iraqis were. These stereotypes included, I assumed they would be very damaged, very angry, fundamentalists, and then I was very pleasantly surprised to find that each one was just uniquely human and each one had incorporated or internalized what had happened to them in vastly different ways. So. Bon, en fait, j'ai d'abord mené une grande campagne de lecture, j'ai rencontré beaucoup de gens, mené beaucoup de discussions aux États-Unis même. J'ai rencontré des avocats des droits de l'homme en particulier, mais aussi des personnels militaires, jusqu'à ce qu'une avocate m'accompagne en Turquie pour une audition. Il s'agissait de rassembler des témoignages afin de pouvoir lancer un procès contre les différentes compagnies américaines qui profitent de la torture. Ça peut être des compagnies aériennes, enfin, beaucoup défendent la torture parce que ça leur rapporte. Donc, il était important d'entendre ces victimes. Et quand je suis arrivée en Turquie, j'ai eu l'énorme surprise en me trouvant face aux ex-détenus irakiens de découvrir à quel point j'étais habitée de stéréotypes, comme le sont la plupart des Américains. Je m'attendais à trouver des hommes ravagés, en colère, fondamentalistes, et je me suis trouvée face à des êtres humains. C'était une agréable surprise, des êtres humains qui avaient tous internalisé cette expérience de façon très très diverse. Alors, ce qu'il y a aussi d'extraordinaire dans votre livre, bon, il y a tout ce que vous racontez là, toute cette lutte que vous allez mener, ces témoignages que vous allez recueillir, mais il y a aussi tout ce qui est intime, votre ressenti, et ce rapprochement entre les deux images dont parlait David tout à l'heure, cette image d'homme torturé, et puis l'échographie en fait, enfin, la photo, l'image de ce bébé à venir, c'est une idée absolument incroyable. Alors, est-ce que ça veut dire que tout à coup, à cause de cette barbarie, vous vous êtes dit, mon Dieu, faire naître un enfant dans ce monde de barbares? Je ne sais pas. Comment est venue l'idée de faire ce rapprochement assez surprenant, il faut dire? I think with the photographs, the thing about both photographs, the first photograph that I talk about is in utero. And it's very similar to the Abu Ghraib photographs, because this is something that we never see, that we can't see except in a photograph. And yet both exist and have always existed, or at least for, in America for many, many years, we've been a state that practices torture, that exports torture, that teaches the world how to torture. And yet it's never talked about, it's never revealed. And so I thought that was sort of a very strange moment to have both of these photographs revealing something, a truth, an essential truth about who we are, who I am as an individual. I'm about to become a father, and who my country is. We know that every American knows that we have the School of the Americas, and yet very few people will actually talk about it. The School of the Americas is a school which trains the torturers of the world. And yet very few people talk about it. And so I thought it was a very amazing moment to have a photograph reveal like this mediated form, which is seemingly less real than reality, yet reveals a window into a very deeper reality. En fait, cette échographie et les photos d'Abu Ghraib, elles ont un point commun, c'est qu'elles révèlent quelque chose qu'on ne peut pas voir en vrai. On ne peut les voir que sur une photographie. Les États-Unis ont une très longue tradition de pratique de la torture. Nous exportons la torture, nous enseignons la torture, et pourtant ça reste caché. On n'en parle presque pas. Donc, il y a eu ce moment étrange qui a réuni ces photographies qui paraissent pourtant radicalement différentes, mais qui, toutes deux, enfin, les deux genres de photos révèlent une vérité essentielle de qui nous sommes, qui je suis, de ce qu'est mon pays, qui a cette école de torture internationale dont on ne parle pas. Donc, c'était un moment de révélation d'une vérité essentielle à travers la photo.
Voilà, c'est une construction tout à fait surprenante, un livre qui vous donne beaucoup de points dans l'estomac, je crois qu'on peut le dire comme ça. Engagé et honnête. Comme le premier d'ailleurs, dont je cherchais désespérément le titre tout à l'heure, Encore une nuit de merde dans cette ville pourrie, qui est aussi un livre qu'il faut absolument lire. Voilà, les deux livres étant parus aux éditions Gallimard. Voilà, nous allons enchaîner maintenant avec Ángel Parra. Ángel Parra, vous êtes né à Valparaiso, au Chili. Vous avez été chanteur, vous êtes chanteur toujours, toujours. de la liberté et de la révolte chilienne. Vous avez pris parti pour le communiste Salvador Allende. En socialiste, 1973. il était socialiste. Moi je suis communiste. Socialiste. Vous avez été élevé aux chansons populaires chiliennes, vous avez beaucoup voyagé, vous avez séjourné à Paris, entre autres, c'est pour ça aussi que vous parlez si bien français. Vous y habitez toujours ? Toujours. Voilà. Et puis, vous avez un parcours absolument incroyable. Vous avez été en prison aussi dans votre pays pour avoir résisté à la dictature de Pinochet. Et c'est en 1974 que vous allez vous exiler, d'abord au Mexique. J'étais expulsé du Chili. Ouais. Ouais. Vous partez au Mexique. Ça fait une différence. Hein. Oui, absolument. L'importance des mots. Vous avez raison de le souligner. Et puis donc, vous êtes venu vivre ici en France. Et en fait, ce roman Main sur la nuque est paru en 2007. Et on va en parler maintenant. Il faut que je précise aussi qu'il a été traduit par Bertil Osberg. C'est toujours important de signaler le nom des traducteurs. Absolument. Alors, David, je voudrais faire une petite remarque avant. Je vous en prie. C'est pas mon dernier. La dernière s'appelle Violeta Parra, ma mère. C'est vrai. Qui est sortie chez Écriture il y a 6 mois. D'accord, mais c'est celui-ci. Donc on le trouve sur le salon du livre aussi, Violeta Parra. Votre mère qui a une importance, dont vous avez pris le nom d'ailleurs. Vous n'avez pas pris le nom de votre père, vous avez pris le nom de votre mère, qui a eu une importance extraordinaire dans votre vie. Dans le monde culturel et qui était une femme, et latino-américain. Et de passage, je peux dire qu'à partir du 28 novembre sortira dans une 50aine de salles le film Violeta. Qui a été inspiré justement de ce livre. Bon, ben voilà, il faut aussi découvrir donc ce livre. Voilà, donc nous allons parler quand même de Main sur la nuque, puisque c'est celui dont on nous a demandé de parler aujourd'hui. Et David, tu l'as lu, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors, Main sur la nuque, c'est le livre du 11 septembre 1973. Celui de la chute d'Allende, celui du début de l'horreur pour le Chili, celui du triomphe des forces fascistes de Pinochet. C'est l'histoire du héros, Raphaël, qui va se lever avec un mauvais pressentiment, se disputer avec sa femme et finir arrêté par la police militaire, pendant que le palais de la Moneda est mis à sac. C'est votre premier roman, en réel, et pourtant vous avez toujours côtoyé des milieux d'intellectuels, d'écrivains chiliens et français. Pourquoi avoir attendu tout ce temps ? Peut-être parce que j'étais très occupé avec ma vie de chanteur, d'abord dans mon pays, après dans le monde entier. Peut-être aussi parce qu'écrire des chansons soit un acte littéraire, quelque part aussi. Sont des petites histoires. Chaque chanson raconte une petite histoire, soit d'amour, soit politique, soit humoristique. Je ne me considère pas un vrai écrivain. Je crois que je suis vraiment quelqu'un qui raconte des histoires plus près d'un journalisme à l'ancienne, bien à l'ancienne, comme un troubadour. Ça, c'est un peu l'image que je me donne de moi-même et de mon travail. Je raconte des histoires qui ont à voir avec l'histoire du pays et plus que ça, avec l'histoire d'Amérique latine. Parce que ce que nous avons vécu au Chili, c'est arrivé également en Argentine, en Uruguay, au Brésil. Des dictatures n'en manquent pas. Il y en a toujours une quelque part. Donc, c'est peut-être prétentieux vouloir représenter tout le monde, mais avec mes chansons, je le faisais. Et donc maintenant, avec les bouquins, la même chose. Je continuerai jusqu'à ma mort, je crois, à dénoncer les dictatures, à dénoncer la violence, à dénoncer la torture. Voilà.
D'ailleurs, votre personnage, ce Raphaël, vous ressemble fortement. Vous dites, notamment, j'ai lu dans une interview que vous disiez qu'à 12 ans, vous entrez en politique et que ça sera la seule école que vous fréquenterez. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours politique et du coup de celui de votre personnage également, Raphaël? Bon, je rentrais en politique, c'est des grands mots, hein. Je suis rentré à la jeunesse communiste parce qu'il y avait de très belles filles. Et ça provoque un intérêt additionnel. Et puis parce que mon père était dirigeant des cheminots au Chili, communiste également, mon grand-père. Mon père a vécu la persécution, enfin la répression de González Videla l'année 48. Il a été aussi dans un camp de concentration. C'est une espèce d'habitude. Tous les 40 ans, les 50 ans, les forces de droite écrasent les mondes populaires, ouvriers, pour retenir les fortunes, pour retenir leur acquis, le capitalisme, quoi. Et donc, je suis rentré très tôt, c'est vrai, et petit à petit, très intéressé parce qu'on parlait qui des problèmes des travailleurs chiliens. Et quand on est né dans un milieu ouvrier, ça nous intéresse, ça nous interpelle. En plus, il n'y avait pas de jeux vidéo, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, c'était un monde vivant, vraiment vivant. Il y avait toujours une guitare pour pouvoir s'exprimer. Je crois que toute la jeunesse de ma génération, et je m'en réjouis maintenant, j'ai à côté de moi un grand écrivain chilien aussi, jeune, très jeune, qui a écrit ce bouquin Les chiens féroces, Felipe Becerra Calderón, et c'est formidable de voir que la continuité, le pont entre une génération et l'autre, avec des points de vue différents, mais quelque part, on est liés, c'est l'arc-en-ciel. Et je trouve ça merveilleux. Alors pour en revenir au livre, le pauvre Raphaël, il n'a vraiment pas de chance ce jour-là, puisqu'il se fait jeter par sa femme qui lui dit j'ai quelque chose à te dire, je regrette de le faire un jour comme aujourd'hui, mais c'est la vie. Tu es le type le plus mou que j'ai jamais rencontré. La patrie s'écroule et toi, connard, tu fumes un joint, tu n'as pas honte, et elle le quitte. Voilà, comme ça, c'est radical. Et dans la même journée, qui est une journée, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, crucial pour le pays, il va se faire arrêter. Et c'est là où, quand même, vous êtes vraiment un raconteur d'histoire, puisque ce qui va faire tenir ces hommes qui sont tous emprisonnés au stade national, eh bien, ce sont les histoires qu'ils se racontent. L'importance des mots, de l'imagination, ouais, qui transforment des choses parfois terribles, même en choses drôles, hein. Il y a des chapitres sur le viol, ouais, des choses comme ça, qui sont transformés dans l'histoire et dont on rit. Effectivement, je crois que ça nous aide à vivre, hein. L'humour noir des Chiliens est reconnu, hein. Et ça nous a aidé aussi dans des moments très difficiles, dans des moments limites. Quand on vous a fusillé à 6 heures du matin et vous êtes vivant à midi, bon, ben, il faut le prendre avec de l'humour, hein. Quand on est dans un camp de concentration à 1200 km de Santiago, dans le nord du Chili, et avec des températures pendant la journée 40 degrés, le soir ça descend au-dessus de zéro, et il faut les prendre avec de l'humour. Et parce qu'au milieu de tout ça, nous, on faisait chanter les prisonniers. On avait une chorale, mais quelle chorale, 400 voix, chantant l'hymne à la joie, par exemple, en plein désert. C'est quelque chose de formidable. Et ça, c'est l'imagination, c'est la créativité naturelle que tout le monde, vous tous, vous avez dans vous. Et dans ces moments, on ressort pas de l'argent, pas des habits, pas des diplômes, ça sert à rien. On est tous égaux, on souffre la même chose, et donc on doit sortir ensemble. Toute l'importance de la culture, de la musique, de l'artistique, voilà, dans la barbarie. Tout à fait. Juste une chose, vous êtes le fils, on l'a dit, de l'immense artiste Violeta Parra. Vous préparez un film.
J'aimerais que vous nous en parliez un peu. Vous parlez d'elle avec une infinie tendresse. À votre avis, quel regard aurait-elle porté sur ce livre? Je crois que ma mère aurait trouvé que j'étais un peu frivole, un peu superficiel, parce qu'elle était une vraie politicienne. Et elle n'était pas dirigeante de parti politique, mais elle avait une conception globale à travers ses chansons, ses écrits, on le voit. Je crois qu'elle aurait exigé de moi un peu plus de sérieux et plus de... Elle était très exigeante. Je trouve que c'est un livre vraiment, vraiment très attachant, bouleversant même, et drôle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et très érotique aussi. Hein. Oui, comment? Très érotique. Oui, c'est cochon. Toujours. Je me demandais, David, on pourrait peut-être demander, justement, puisque tu parlais de Violeta Parra, ce que représente cet immense artiste pour un jeune auteur chilien comme Felipe Becerra Calderón. Oui, bon, Angel a parlé tout à l'heure du film qui est déjà fait, qui est déjà présenté au Chili. J'ai vu le film, c'est incroyable. Et on a parlé hier soir aussi sur Violeta Parra. Violeta Parra. Et Angel a dit que les étudiants au Chili, maintenant, pendant tous les comment on dit, la grève, revendique la figure de Violeta Parra comme une chanteuse qui a déjà, aux années 60, dit des choses qui sont toujours contemporaines. Et donc voilà. Et la famille Parra au Chili, c'est très important. C'est une famille qui a, avec la musique, a dit des choses très politiques. Donc le folklore et la politique avec la famille Parra, c'est les mêmes choses. Alors, je vous présente quand même Felipe Becerra Calderón. Vous êtes né à Valdivia, c'est une ville du sud du Chili. Vous avez fait des études de lettres à l'Université catholique de Santiago. Vous vivez toujours à Valdivia? Moi, j'habite à Paris maintenant. Ah, c'est ce qui me semblait. J'avais mis à Paris avec un point d'interrogation. Chien féroce, c'est votre premier roman qui a d'abord été édité à Lima, au Pérou, parce qu'il a été refusé par tous les éditeurs chiliens avant de recevoir le prestigieux prix Roberto Bolaño. Voilà. Et Chien féroce, un titre un peu étrange au départ, traduit par Sandy Martin et Brigitte Jensen. Ils se sont mis à deux pour le traduire. Ça ne devait pas être très facile. Et c'est un livre paru aux éditions Anne Carrière. Et c'est un livre absolument remarquable que je conseille chaudement. Chien féroce, c'est l'histoire de Rocio, une ex-étudiante en médecine qui vit avec Carlos, un policier muté dans une ville désertique de ce Chili des années 80. Sous la chape d'ennui qu'est leur quotidien, Rocio se fait le médium de rumeurs de ces chiens féroces, ce que vous appelez chiens féroces dans votre titre, les voix de ses enfants martyrs, perçoit les sons, perçoit la dictature chilienne, tout simplement. On l'aura compris, Chien féroce, c'est le roman de l'héritage dictatorial chilien. Tout d'abord, vous pouvez nous parler de l'immense succès de ce premier roman. Vous avez eu le prix Roberto Bolaño, tout ça s'est emballé. Vous incarnez la génération littéraire du Chili d'après Pinochet. Parlez-nous un peu de ce statut nouveau. Vous avez 27 ans, c'est effarant. Bon, les prix Bolaño au Chili, c'est assez particulier parce que c'est un prix pour les très jeunes écrivains. C'est juste que 25 années et j'ai gagné la première fois qui était donnée. Et après, avec la question de la génération et tout ça, oui, on m'a demandé beaucoup de fois pourquoi j'écris sur la dictature, étant donné que j'avais 5 ans quand la dictature est finie. Et bon, j'ai toujours dit que ma rapport avec la dictature, c'est un rapport avec ma famille.
ne peux pas séparer les deux choses. Donc, parler de la dictature, c'est parler de ma famille. Et comme on a déjà parlé hier soir, la jeunesse au Chili s'est très engagée avec les sujets de la dictature parce que on peut dire que la dictature s'était finie l'année 90, mais on voit toujours des choses qui ont été, qui à l'origine sont à la dictature, mais qui sont toujours là. Par exemple, toutes les choses du capitalisme, mais très fortes au Chili, étaient avec les Chicago Boys et tout ça, qui est toujours là, avec les problèmes avec l'éducation, ça vient de la dictature et tout ça. Donc, on voit toutes les choses très, très, très présentes au Chili. Donc, la jeunesse a fait partie du sujet de la dictature après 20 ans. Donc, ouais. Vous pouvez nous parler aussi de la jeune création littéraire au Chili? Parce que j'imagine que vous êtes l'héritier d'une tradition politique, mais également littéraire, qui est très exigeante. Vous écrivez après Roberto Bolaño, ça sent, c'est une langue superbe que vous employez. Vous pouvez me parler de cette nouvelle génération dont vous faites partie, d'auteurs de création littéraire chilienne? Oui. Bon, je suis très motivé à écrire maintenant parce que il y a quelques années, je pense, après Sambra, qui est aussi invité au festival, je pense il a publié la première fois en 2005, donc après la mort de Bolaño. Ils sont, comment on dit, apparus beaucoup d'écrivains très jeunes qui ont déjà publié son premier roman. On est tous très, très, très différents l'un de l'autre, mais c'est assez intéressant de lire des écrivains qui ont mon âge et qui écrivent très, très bien, d'ailleurs. Beaucoup, beaucoup mieux que moi, je pense. Ah non, non, vous avez une écriture assez extraordinaire, je suis d'accord avec David. Juste dans l'avant-propos, je trouve l'avant-propos extrêmement intéressant parce que vous dites ceci aujourd'hui à 25 ans en parcourant ces pages, alors vous l'avez écrit en 2010 ça, hein, en parcourant ces pages traduites dans une langue que je ne maîtrise pas et qui m'apparaît souvent comme tout à fait incompréhensible, je me demande si ce roman n'est pas en fin de compte une longue errance, la divagation embrouillée d'un enfant un peu fou, un peu pervers, qui se laisse entendre comme un chuchotement à peine audible sous un silence terrassant. Un babillage d'enfant, un gazouillis que quelqu'un croit entendre entre la poussière et le vent. Ça, si c'est pas une belle écriture, ça. Oui, c'est juste que bon, les romans se situent au désert d'Atacama. Donc, j'ai fait des oppositions comme ça. Le désert, c'est le vide, la sécheresse, toute la stérilité, la mort, le silence. Et d'un autre côté, on peut poser les sons, la musique, les mots, la vie. Et donc voilà. À la fin de l'avant-propos, je me demande si le roman est entre le silence et la musique, entre la possibilité de dire quelque chose et être dans le mutisme qu'une dictature peut forcer. Oui, André, tu vas dire un mot. J'aimerais dire un petit mot par rapport à tout ce que j'ai entendu hier quand tu décrivais, et le modérateur décrivait ta littérature. J'ai vu les images du film de Patricio Guzmán, La nostalgie de la lumière, quand on voit ces familles des disparus, des gens qui ont été assassinés dans le même secteur et qui cherchent avec ses ongles, avec ses mains, dans un silence, et on entend seulement les vents qui passent. Et donc tout ça, si j'ai bien compris, est dans ton livre, dans les silences, dans les sons,
et tous ces morts qu'on les retrouve presque, comment dire, momifiés par la salpêtre, et on les reconnaît 40 ans après. Sa mère, sa fiancée, son fils, et ton livre parle de ça, au fond. Exactement. Donc c'est un livre absolument remarquable et à découvrir d'urgence, vous l'aurez compris. Chien Ferraud, traduit de l'espagnol par Sandy Martin et Brigitte Jensen. Alors nous allons découvrir maintenant le livre de Carlos Licano. Carlos Licano est né en Uruguay, à Montevideo, mathématicien de formation. Vous savez qu'on a pas mal de mathématiciens qui deviennent des romanciers, et on en a eu plusieurs sur ce plateau. C'est assez extraordinaire, ça. Vous êtes, alors vous avez aussi un parcours difficile. Vous avez été condamné pour des raisons politiques par le régime militaire à l'âge de 22 ans. Vous avez passé 13 années en prison. Vous avez subi la torture. Vous avez été libéré en 85. Vous avez alors 35 ans. Vous vous exilez en Suède où vous exercez la profession de traducteur, journaliste, professeur d'espagnol et écrivain. Vous rentrez en Uruguay en 1996. En fait, c'est pendant votre incarcération que vous vous mettez à écrire des nouvelles, des romans, recueils de poèmes, des pièces de théâtre. Êtes-vous bien aujourd'hui, depuis la fin de 2010, directeur de la Bibliothèque nationale de Montevideo ? Oui, voilà. Et donc nous parlons de ce livre qui porte ce titre, Le lecteur inconsistant. Inconstant, bien sûr. Je vais le prendre comme ça va être mieux. Voilà. Le lecteur inconstant, suivi de Vie du Corbeau Blanc, paru chez Belfond et traduit, il faut que je le dise aussi, par Martine Breuer et Jean-Marie Saint-Luc. Alors tout à fait, c'est un livre qui se décompose en deux parties. C'est d'une part un essai brillant consacré aux relations qu'entretient l'écrivain avec lui-même, où est la part fictionnelle de l'homme, où est la réalité de l'écrivain, suivi d'un roman prodigieux, Le Corbeau Blanc. C'est un roman génial d'érudition, une suite de pastiches, de jeux littéraires, un jeu borghésien, un roman à tiroir où l'auteur se met en scène dans le personnage d'un corbeau blanc, référence à une nouvelle de Tolstoï, paraît-il, et ça, j'aimerais y revenir parce que je ne vois pas laquelle ça peut être. Animal loquace et conteur infatigable. Un hommage merveilleux à la notion même de littérature. Les deux œuvres, Carlos Licano, sont liées, elles ne sont pas éditées ensemble par hasard. Le lecteur inconstant mène à cette histoire du corbeau blanc. Comment avez-vous pensé à élaborer cette œuvre bicéphale, en fait ? Buenos días. Durante muchos años no pude escribir ficción. 10 o 12 años. Escribí otras cosas, ensayos, artículos periodísticos, entrevistas, cuestiones políticas. Y cuando leí ese texto de Tolstoy, que no sé de dónde sale, yo tampoco, porque era una cita de un libro muy malo, que lo único bueno que tuvo, después de los 30 euros que me costó, fue esa cita, ¿viste? Y increíblemente me puse a jugar con esa cita y salió la segunda parte del libro. Pero en general los escritores, cuando no podemos escribir, escribimos sobre eso, sobre no poder escribir, que es una trampa. Y yo, como digo, durante 10 o 12 años no pude escribir ficción. Llevaba una especie de diario, de reflexiones, de quejas, de lamentos, de mi vida cotidiana en el campo donde yo vivo. Y paralelamente a esa especie de lamento, me entusiasmé con la historia esta de la leyenda de Tolstoy. Bonjour à tous.
Durant de nombreuses années, 10 ou 11 ans, je n'ai pas pu écrire de fiction. J'écrivais plutôt des essais, des entretiens politiques. Et lorsque j'ai lu ce texte de Tolstoï que vous évoquiez, dont je ne me rappelle plus la source, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais soudain, j'ai eu envie de m'amuser avec cette citation et j'ai donc rédigé la seconde partie de ce roman. Quand un écrivain ne sait pas sur quoi écrire, justement, il écrit sur ce même mal, hein, cette manque d'inspiration. Et donc pendant 10 ou 11 ans, j'ai rédigé un journal où je couchais mes peines, mes regrets, provoqués par une vie quotidienne à la campagne où je vis. Et donc, soudain, Tolstoï a fait son entrée, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à rédiger. Merci Tolstoï. Merci Tolstoï. Y la segunda parte me entusiasmó mucho porque es un homenaje a la literatura universal. He reescrito o plagiado, copiado a Moby Dick, a Poe, a Italo Calvino, a Satie, a Tarzán, a Balzac, a Simenón, bueno, yo no sé a cuántos he plagiado, y particularmente me dio mucho trabajo transformar las 500 páginas de Moby Dick en un capítulo de 20 páginas, que no fuera un resumen. Y me he quedado satisfecho porque es un homenaje a los libros que he leído desde la niñez, los libros que me han llenado la vida, los libros que me han acompañado, los autores que admiro, que envidio, que reverencio, y hasta las lecturas infantiles como Tarzán, por ejemplo. He leído unos cuantos libros de Tarzán ahora y me parece un homenaje a la literatura como una especie de... No me quiero morir, pero como si hubiera terminado mi vida, por lo menos como lector. La deuxième partie donc, de ce roman est pour moi un hommage à la littérature universelle, à Moby Dick, à Italo Calvino, à Balzac, à Tarzan, à Simenon. J'ai plagié, je me suis inspiré de tous ces auteurs et j'ai eu même beaucoup de travail à transformer les 500 pages de Moby Dick, à les réduire en finalement un chapitre de 20 pages. Cette seconde partie est pour moi un hommage à tous les livres que j'ai lus depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, qui ont marqué ma vie. C'est également un hommage à des auteurs que j'admire et que je respecte profondément. Et c'est un hommage à cette littérature, même littérature enfantine, comme Tarzan. J'ai lu beaucoup de ces... Me imagino que son tebeos, ¿no? Tarzan. Había leído tebeos, pero para escribir tuve que leer media docena de libros de Tarzan. Oui, donc un hommage à cette littérature destinée aux enfants. J'ai lu dans ma vie une douzaine de livres où Tarzan était le personnage principal. Donc cette seconde partie est un hommage finalement à toute cette littérature, comme si j'étais sur le point de finir ma vie de lecteur, même si je n'ai pas envie de mourir. Moi, j'ai une autre question qui est un peu dans cette veine. Vous faites partie de la dernière génération de révolutionnaires du XXe siècle. Quel regard portez-vous sur le monde actuel? Bueno, cuando vi en el programa que decía el desorden del mundo, comentaba con Ángel y con Dominique que cuando yo nací el mundo ya estaba desordenado, ¿no? Es probable que hayamos colaborado a desordenarlo un poco más. En este momento, en casi todo el mundo, mi generación ocupa el gobierno. Gobierno de izquierda, de centro, de derecha, de ultraderecha. Y bueno, al margen de las ironías,
mi generación en América Latina, a los 20 años considerábamos que habíamos nacido para cambiar el mundo, solamente para eso, ¿verdad? Bueno, no lo cambiamos, fue muy doloroso, pagamos un precio muy alto, miles de muertos, torturados, exiliados, desaparecidos. Aún así, cuando nos encontramos, yo no renunciaría a esa experiencia. El corazón todavía siente que valió la pena no ser indiferente ante la realidad de América Latina. Entonces, no quiero ponerme dramático ni sentimental, pero si debiera resumir mi vida, diría que yo soy aquel joven de 20 años, resultado de aquellas luchas. Quand j'ai découvert le programme de ce café littéraire qui nous invitait à réfléchir sur le désordre du monde, j'ai eu une première interrogation, puisque lorsque je suis né, ce monde était déjà assez désordonné. Et il est fort probable que nous ayons tous contribué à aggraver la situation. La génération à laquelle j'appartiens occupe aujourd'hui, de façon assez massive, enfin, en tout cas, joue un rôle assez important dans le gouvernement, quelles que soient les tendances, toutes tendances confondues, de gauche ou d'extrême gauche. Ma génération et moi considérons que lorsque nous avions 20 ans, nous étions nés pour changer le monde. Nous avons essayé de le changer et cela nous a bien sûr, nous avons payé très très cher cette tentative de changement puisqu'il y a eu des milliers de morts et des milliers de disparus. Malgré tout, mon cœur continue de croire que cet engagement à 20 ans a valu la peine. Nous avions intérêt à ne pas être indifférents face à la réalité latino-américaine. Je ne veux absolument pas paraître dramatique ou sentimental. Je dirais tout simplement que je continue d'être ce jeune qui, à 20 ans, s'était engagé. Voilà, c'est une belle réponse. Bravo. Bravo. Ben moi, je pense qu'il faut que vous lisiez ces 3 livres qui, c'est vrai, nous montrent le monde tel qu'il est et dans son horreur parfois, et dans sa beauté aussi, et dans sa tendresse en plus. Il y a tout ça dans ces livres et c'est important de le découvrir. Donc le livre de Carlos Lizcano, Le lecteur inconstant, suivi de Vie du corbeau blanc. Il y a quand même cité au début de l'histoire le texte qui vous a inspiré, parlant du corbeau qui s'était déguisé en pigeon. Et donc vous entamez l'histoire ensuite en disant « Il n'est pas certain que le corbeau se soit déguisé en pigeon. Ce qui suit est la véritable histoire de notre héros. » Donc voilà. Et le livre de Felipe Becerra Calderón, le jeune auteur qui monte. Chien féroce, paru aux éditions Anne Carrière. André Parra, le grand chanteur connu et reconnu et qui devient un écrivain à part entière et dont on va lire Violeta Parra, le dernier livre, et attendre le film avec impatience en France. André Parra pour ce livre Main sur la nuque, paru aux éditions Métellier. Le courage des hommes passe aussi parfois par l'humour et les histoires. C'est assez formidable de le découvrir. Et puis celui de Nick Flynn. Alors, il faut lire les deux, celui d'avant aussi. Et puis Contes à rebours, paru aux éditions Gallimard. Et vous l'avez compris, c'est aussi un livre qui nous a beaucoup touchés. Merci à vous tous. Merci aux interprètes qui étaient avec nous ce matin. Et on va enchaîner tout de suite dans quelques minutes avec un autre plateau. Merci beaucoup.